Il y a une question qui est recherchée des millions de fois par mois sur Google et sur YouTube. La question est: comment nettoyer mon foie? Et ce n'est pas une question de niche, ce n'est pas non plus une question technique. C'est une question que posent des gens ordinaires, des gens comme toi et moi. Des personnes qui sentent que leur corps ne fonctionne pas comme il le devrait et qui sont arrivées à une conclusion très raisonnable compte tenu des informations dont elles disposent. Mais cette question pose un problème. En elle-même, elle véhicule une grande fausseté. Ton foie n'a pas besoin que tu le nettoies. Il possède la machinerie nécessaire pour le faire, tout seul. C'est une machinerie à 3 phases, avec 500 fonctions simultanées qui lui donnent en plus la capacité de se reconstruire lui-même, quelque chose qu'à ce jour aucun ingénieur ni inventeur n'a été capable de reproduire. Et cette machinerie n'a pas besoin d'un jus de 7 jours, elle a besoin que tu arrêtes de l'entraver et que tu lui rendes la tension que tu lui as retirée sans le savoir. C'est justement de cela dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi faire une petite pause. Pourquoi utilise-t-il une fausseté aussi évidente avec cette question de comment nettoyer le foie? Eh bien, tu vois, c'est très simple, parce qu'autour de cette question existe un business énorme. Des jus verts sur 7 jours, des kits de détox, des gélules qui promettent de purifier l'organisme, des jeûnes extrêmes à l'eau et au citron, des protocoles à base d'huile d'olive et de pamplemousse à 3 heures du matin. Tout ce marché existe parce que la question semble logique. Si quelque chose se salit, on le nettoie. Si quelque chose se bouche, on le débouche et ça a du sens. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a un problème fondamental avec cette logique. Le foie n'est pas un filtre, ce n'est pas une éponge qui absorbe les toxines jusqu'à saturation, non. Et il ne fonctionne pas comme le filtre de la hotte aspirante de ta cuisine que tu prends, nettoies et remets à sa place, non, ce n'est pas comme ça. Le foie est l'organe le plus complexe du corps humain. Et, comme je te le disais, il réalise plus de 500 fonctions simultanées qui sont documentées. Et il possède quelque chose qu'aucun autre organe solide du corps ne possède. Il a une capacité régénératrice presque illimitée. Si tu lui donnes les bonnes conditions, il peut simplement se reconstruire lui-même. Par conséquent, la vraie question n'est donc pas comment le nettoyer. La vraie question est: qu'est-ce que je fais qui l'empêche de faire son travail? Et c'est justement à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Parce que si tu comprends la réponse et tu vas la comprendre, tu vas sortir de cette vidéo avec quelque chose que ni le jus vert, ni un kit de détox à 89 € ne pourront apporter. Tu vas repartir en connaissant la véritable carte du fonctionnement biochimique de la détoxification hépatique. Et pourquoi une personne sur 3 dans le monde a-t-elle de la graisse dans le foie sans le savoir? Et alors, des leviers d'ingénierie, pas des remèdes. Attention, des leviers que tu as à ta disposition pour redonner à l'hépatocyte la tension dont il a besoin pour faire son travail. Reste avec moi, car cette vidéo va changer ta façon de voir l'un des organes les plus extraordinaires que tu possèdes. Et nous allons commencer par là où il faut toujours commencer quand on veut réparer quelque chose en lisant le plan. Le foie pèse entre 1,2 et 1,5 kg. Il est situé dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen et protégé par les dernières côtes. Autrement dit, si tu poses ta main droite juste sous les côtes et que tu respires profondément, tu es en train de le frôler de l'extérieur. Et il est là, silencieux, faisant son travail. Il reçoit 25% du débit cardiaque total. Autrement dit, il faut savoir qu'une goutte de sang sur 4 que ton cœur pompe vigoureusement en ce moment même passe nécessairement par ton foie.
En cet instant précis, pendant que tu es en train de m'écouter attentivement, cet organe incroyable exécute simultanément et sans relâche plus de 500 fonctions biologiques différentes qui sont parfaitement documentées par la science. C'est un travail colossal et permanent pour ton organisme. J'aimerais que tu t'arrêtes un instant sur ce chiffre particulièrement impressionnant. Pas sur le concept, sur le chiffre. 500 fonctions simultanées. Tu vois, il n'existe aucun organe artificiel capable de remplacer le foie, même partiellement. Le rein à la dialyse, qui est une machine filtrant le sang pendant des heures chaque semaine. Le cœur dispose d'assistance mécanique, mais le foie n'a pas de substitut. Aucun ingénieur, même avec toutes les ressources de la technologie moderne, n'a été capable de reproduire ce qu'il fait. Ce kilo et demi de tissu. Et quand tu entendras ça, la prochaine fois que quelqu'un te proposera un kit détox de 7 jours pour nettoyer cet organe, tu sauras déjà ce que ça signifie. Mais passons à du concret. Que fait exactement le foie? Et pour cela, je dois te parler de la cellule principale qu'on appelle l'hépatocyte. Les hépatocytes représentent 80% du volume cellulaire du foie. Et ici, je t'invite à imaginer quelque chose. Imagine une usine, mais pas une usine ordinaire, une usine qui, en même temps, fabrique le produit, contrôle la qualité, gère les déchets, défend le bâtiment contre les intrus et tient la comptabilité de tout ce qui entre et sort. Et tout cela en temps réel, 24 heures sur 24. Eh bien, c'est ça, un hépatocyte. Première fonction, la fabrique métabolique centrale. L'hépatocyte synthétise du glucose lorsque le corps en a besoin, c'est-à-dire quand tu passes des heures sans manger, et c'est le foie qui maintient le taux de sucre dans le sang pour que ton cerveau ne s'éteigne pas. Il produit du cholestérol, oui, il en produit effectivement, il ne l'importe pas du petit déjeuner, et il le fait pour fabriquer des membranes cellulaires, des hormones stéroïdiennes et de la bile. Sans le cholestérol produit par le foie, tu n'aurais tout simplement pas de testostérone, pas de cortisol et pas de vitamine D active, car c'est lui qui les fabrique. Il fabrique aussi les protéines qui circulent dans ton sang en transportant des molécules d'un endroit à un autre, et il produit les facteurs de coagulation. Ce sont les protéines qui permettent à ton sang de coaguler lorsque tu te fais une coupure. Sans foie, une petite blessure ne se referme pas. Et il élimine aussi l'ammoniac, car chaque fois que ton corps dégrade des protéines dans le muscle ou dans l'intestin, il produit de l'ammoniac comme déchet. Oui, de l'ammoniac, c'est bien la même chose que l'on utilise pour nettoyer à la maison. Et l'ammoniac, comme tu le sais bien, est toxique pour le cerveau. Eh bien, le foie le transforme en urée et l'envoie au rein pour qu'il l'élimine. Et cela se produit en continu, chaque seconde où tu es en vie. Passons maintenant à la deuxième fonction, le foie comme centrale de détoxification. Tout ce qui entre dans ton corps, médicaments, hormones usagées, produits du métabolisme, toxines environnementales, alcool, tout passe par le foie pour être transformé en quelque chose que le corps puisse éliminer. Et maintenant, je vais te montrer comment fonctionne ce processus, mais je vais essayer de le faire lentement. Parce que c'est là que réside véritablement le cœur de tout cela. Ce que les kits de détox promettent, mais qu'ils ne te donnent finalement pas, et ils ne te le donnent pas parce qu'ils ne peuvent pas te le donner. Passons à la troisième fonction, le foie comme chef d'orchestre du métabolisme des graisses. Le foie oxyde les acides gras pour produire de l'énergie, il produit de la bile, qui est d'ailleurs un détergent biologique que le corps fabrique pour émulsionner les graisses dans l'intestin et, de cette façon, pouvoir les absorber. Et en plus, il exporte les lipides vers le reste du corps sous forme de lipoprotéines. Ainsi, lorsque tu entends parler du LDL, du HDL ou du VLDL que tu vois dans tes analyses, ces sigles-là, ce dont on te parle, ce sont des véhicules de transport des graisses que ton foie fabrique et gère. Le foie, donc, n'est pas l'ennemi du cholestérol.
il en est véritablement le directeur de production et le chef du trafic. Quatrième fonction du foie, l'archive immunologique. Tu vois, le foie contient un type de cellules spécialisées appelées cellules de Kupfer. Ce sont des macrophages résidents et tu peux les imaginer comme les agents de sécurité du foie. Ils éliminent les bactéries, les fragments cellulaires, les particules étrangères qui arrivent de l'intestin et ils constituent véritablement la première ligne de défense. Entre ce que tu manges et ce qui va ensuite entrer dans ta circulation systémique. Tout ce que tu manges passe d'abord par la veine porte, qui est le grand vaisseau sanguin reliant l'intestin au foie. Et avant que quoi que ce soit n'arrive au cœur, au cerveau ou aux muscles, le foie l'a déjà inspecté. Ce qui passe, le contrôle passe, et ce qui ne passe pas est traité. Et maintenant vient l'information que je préfère parmi tout ce que tu apprendras sur cet organe, celle qui le rend véritablement unique. Imagine un instant que tu vives dans une ville avec 500 services fonctionnant en parallèle et qu'un jour, un tremblement de terre détruit 70% de ces bâtiments. Dans une ville normale, cela équivaudrait à une catastrophe absolue. Et pourtant, dans le foie, ce n'est pas le cas. Les hépatocytes, je te rappelle, sont cette usine qui synthétise le glucose lorsque le corps en a besoin. Ils vivent normalement dans un état que, en biologie cellulaire, on appelle la phase G0, qui est essentiellement un état de repos. Ils ne sont pas en train de se diviser, ils ne fabriquent pas de copies d'eux-mêmes et ils travaillent normalement à plein rendement. Dans ces 500 fonctions dont je t'ai parlé, mais ils le font sans se répliquer. Cependant, lorsque le tissu hépatique subit un dommage sévère, comme un médicament agressif, une chirurgie qui enlève une partie de l'organe ou une exposition chimique intense, ces hépatocytes au repos se réveillent, réintègrent le cycle cellulaire et commencent à se diviser. Merci. Et c'est à tel point que le foie peut perdre jusqu'à 70% de sa masse. Et si tu lui donnes les bonnes conditions, il peut régénérer le tissu perdu. Cela représente 70%. Aucun autre organe solide du corps ne fait cela. Pense-y comme à un moteur d'énergie de haute précision, capable de se reconstruire lui-même, sans que personne ne le nettoie de l'extérieur, sans jus, sans kit, ayant seulement besoin des conditions métaboliques adéquates pour faire ce qu'il sait déjà faire. Il existe une recherche publiée en 2024 sur PubMed qui décrit précisément les voies de signalisation qui activent ce processus régénératif. Et je vais te la présenter plus loin dans la vidéo, quand nous arriverons au facteur sans lequel ce moteur, aussi bien construit soit-il, ne pourrait pas démarrer. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler de ce que nous faisons à ce moteur extraordinaire, car le diagnostic commence par un chiffre et ce chiffre va te surprendre. Chiara Sriasi est un médecin qui s'est consacré à une question qui semble simple, mais à laquelle personne n'avait répondu avec rigueur jusqu'à ce qu'il puisse le faire lui-même. Et la question est, combien de personnes ont un foie gras dans ce monde ? Pas dans un hôpital, pas dans un échantillon sélectionné, mais dans la population générale, chez des personnes normales qui vont simplement faire un contrôle de routine. Combien sont-ils ? Tu vois, Triasi travaille à la division de gastro-entérologie et d'hépatologie de l'Université de Calgary au Canada. Et en 2022, avec son équipe, il a publié dans The Lancet, qui est l'une des revues médicales les plus respectées au monde, la plus grande analyse jamais réalisée jusqu'alors sur cette question. Ils ont passé en revue 72 études. Plus d'1 million de patients du monde entier. Et le chiffre qu'ils ont trouvé, je vais le dire lentement parce que la plupart des gens qui l'entendent ont besoin d'un moment pour le digérer. 32% des adultes dans le monde présentent un certain degré d'accumulation de graisse dans le foie. 1 sur 3.
Et chez les hommes, ce chiffre monte à 40%, soit 4 sur 10. Et ce chiffre n'est pas stable. Il est passé de 26% avant 2005 à 38% dans des études récentes. Et il continue d'augmenter. Et cela, tu vois, cela s'appelle la NAFLD, qui en anglais signifie merci. Non-alcoolic fatty liver disease, et en français, maladie du foie gras non alcoolique. Et le terme non-alcoolique est important, car la majorité des personnes atteintes de cette condition ne boivent pas d'alcool ou en consomment très peu. Autrement dit, ce n'est pas une maladie de buveur, c'est une maladie liée au mode de vie occidental, c'est-à-dire à ton mode de vie ou au mien. Et il y a quelque chose dans cette maladie qui la rend particulièrement dangereuse. Non, ça ne fait pas mal. Le foie n'a pas de terminaison nerveuse qui transmette la douleur. Et c'est important que tu t'en souviennes, car c'est l'un des rares organes du corps qui peut être sous pression pendant des années sans rien signaler. Pas un seul signe d'alerte claire. Un foie qui accumule de la graisse depuis 5 ans ne provoque pas de symptômes évidents. Peut-être un peu de fatigue, peut-être des digestions un peu plus lentes et lourdes après avoir mangé. Mais il n'y a rien qui déclenche une alerte, rien qui pousse la personne à faire une prise de sang. C'est pratiquement un silence total et quand le signal arrive, le processus est déjà installé depuis un moment. Et tu l'apprends à travers une échographie que tu as demandée pour une autre raison. Ou en lisant des transaminases, qui sont d'ailleurs les enzymes hépatiques qui apparaissent élevées lors d'une analyse de routine. Mais à ce moment-là, le processus peut déjà être en cours depuis des années. Et voici quelque chose que je veux te demander de considérer en ce moment. Et pas comme un exercice théorique, mais comme une question réelle. Quelle a été la dernière fois que tu as fait une échographie abdominale? Parce que si la réponse est « il y a longtemps ou jamais », je ne suis pas en train de te dire que tu as un foie gras. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est la maladie du foie la plus répandue dans le monde occidental, qui ne fait pas mal, qui dans de nombreux cas n'apparaît pas dans une analyse de sang basique avant des stades avancés et qu'un adulte sur 3 en est atteint. À partir de là, c'est à toi de décider. Mais ne t'arrête pas à cette tâche potentielle. Renseigne-toi davantage. Accompagne-moi. Parce que je vais examiner avec toi ce qui provoque que cela se produise. Et il est important que tu le comprennes, parce que comprendre le mécanisme est la seule façon d'avoir un véritable levier dessus. Nous allons analyser le mécanisme. La stéatose hépatique, qui est le nom technique de l'accumulation de graisse dans les hépatocytes, se produit lorsqu'il y a un déséquilibre entre ce qui entre et ce qui sort. C'est quelque chose de très simple à comprendre. Et imagine-le comme un entrepôt logistique. Le foie reçoit des matériaux en permanence. Des acides gras provenant de l'alimentation, du glucose, du fructose, de l'alcool, des médicaments. Bref, une quantité impressionnante de matériaux et il y a 2 issues. Il peut brûler ces matériaux pour produire de l'énergie ou il peut les emballer et les exporter vers d'autres tissus. Si les matériaux entrent plus vite que ce que l'entrepôt peut traiter et exporter, alors ils commencent à s'accumuler sur les étagères. Les étagères sont les hépatocytes. Et c'est ainsi que ça commence. Mais lorsque la graisse dépasse 50% du poids du foie, techniquement, on parle alors de stéatose, à partir de 5%. Et voici une question que tu te poses probablement. Qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre dans la population occidentale? Eh bien, il y a 4 facteurs et je vais tous te les citer car ils font tous partie du quotidien de la plupart des gens. Et parce qu'aucun ne porte d'étiquette d'avertissement pour le foie. Facteur 1. La fructose industrielle. Et à ce sujet, il faut faire une distinction fondamentale que très peu de gens connaissent. Je ne te parle pas de la fructose
de celle des fruits, car les fruits contiennent des fibres, de l'eau, des micronutriments, et elle est absorbée d'une manière complètement différente, lentement, de façon contrôlée et répartie tout au long de l'intestin. Là, je te parle maintenant. Du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sirop de fructose ou du sucre ajouté dans les produits ultra transformés. Et pourquoi est-ce différent, me demanderas-tu? Eh bien, parce que la fructose libre, celle d'origine industrielle, est métabolisée presque exclusivement par le foie. Le glucose, lorsqu'il entre dans le corps, peut être utilisé directement par pratiquement toutes les cellules de l'organisme, les muscles, le cerveau ou le cœur. Mais la fructose, non, elle arrive au foie et c'est le foie qui doit la traiter. Toute la quantité, seule, sans aide. Et lorsque la quantité dépasse sa capacité d'oxydation, le foie, il fait la seule chose qu'il peut faire, il la transforme en graisse. Et cela s'appelle la lipogenèse de novo, ce qui, pour que tu comprennes, signifie la fabrication de nouvelles graisses. Et cette lipogenèse est directement déclenchée par la fructose industrielle. On la trouve dans les sodas, dans les jus industriels, dans les sauces tomates en conserve, dans le pain de mie, dans les céréales du petit déjeuner, dans les yaourts aromatisés, dans la majorité des produits ultra transformés qui remplissent 80% de n'importe quel supermarché occidental. Facteur 2. Les huiles de graines raffinées. Et ici, je te parle de l'huile de tournesol, de soja, de maïs, de canola, des huiles riches. En acide linoléique, qui est en fait l'oméga 6 industriel. Et qui, ces dernières décennies, ont remplacé les graisses traditionnelles dans les cuisines de chacun d'entre nous. Mais pas seulement là, pratiquement dans tout ce qui est vendu en emballage. Pense à un moteur de vieille voiture auquel tu mets de l'essence de mauvaise qualité. Le moteur fonctionne, démarre, avance, fait son travail, mais ce carburant de moindre qualité laisse des résidus à l'intérieur, suie, dépôts, saletés, qui... Cela s'accumule dans les parties mobiles du moteur et, avec le temps, non seulement le moteur perd en performance, mais en plus, les résidus eux-mêmes commencent à endommager la machine qui les produit. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque l'hépatocyte essaie de brûler de l'huile de tournesol ou de soja pour produire de l'énergie. L'acide linoléique, qui est le type de graisse prédominant dans ces huiles, lorsqu'il s'oxyde dans les mitochondries de l'hépatocyte, génère des sous-produits hautement réactifs. Ce sont des molécules qui endommagent les propres mitochondries qui les fabriquent. Autrement dit, ce n'est pas que l'huile ne brûle pas, c'est qu'en brûlant, elle laisse une suie moléculaire qui dégrade le moteur à chaque cycle. Et un hépatocyte avec des mitochondries endommagées est un hépatocyte qui accumule plus de graisse car il n'a plus la capacité de la brûler efficacement. Facteur 3. L'alcool, même à des doses modérées. Je sais que cela risque de déranger certaines personnes et je le comprends parfaitement, mais les faits sont ce qu'ils sont et mon travail ici n'est pas de te dire ce que tu veux entendre. Tu vois, l'alcool est transformé dans le foie en une molécule intermédiaire appelée acétaldéhyde. Et qu'est-ce que l'acétaldéhyde? Pour que tu comprennes facilement, c'est la molécule responsable de la gueule de bois. Ce mal de tête, ces nausées ou cette sensation que ton corps est attaqué le lendemain d'une soirée arrosée, ce n'est pas l'alcool que tu as bu, c'est l'acétaldéhyde que ton foie a fabriqué en essayant de le traiter. Mais la gueule de bois ne s'arrête pas là. L'acétaldéhyde est extrêmement toxique pour l'hépatocyte. Il endommage l'ADN, altère les membranes cellulaires et inhibe la capacité de réparation du tissu hépatique. Et oui, le foie possède des mécanismes pour le neutraliser, bien sûr qu'il en a, et ils sont efficaces, mais ils ont une capacité limitée, et lorsque cette limite est dépassée, même avec des consommations qui sont socialement considérées comme acceptables, merci.
modéré, comme un verre de vin par jour ou quelques bières le week-end, alors il se passe quelque chose de plus que le simple dommage direct causé par l'acétaldéhyde. Le foie, pendant qu'il traite l'alcool, ne peut rien faire d'autre avec la même efficacité. Et toi, pense-y comme ça. Tu as sûrement une cheminée chez toi, ou sinon tu connais quelqu'un qui en a une. Et là, tu peux brûler du bois, car c'est ce pourquoi elle est conçue, ou tu peux. Tu peux aussi y jeter du plastique, et le plastique brûle. Mais pendant qu'il brûle, il produit une fumée noire et dense qui salit tout l'intérieur de la cheminée, obstrue le conduit et rend impossible la bonne combustion du bois à côté. Eh bien, l'alcool, c'est ce plastique que tu mets à côté du bois, et la graisse, c'est le bois. Pendant que ton foie gère l'acétaldéhyde, c'est-à-dire qu'il traite ce verre de vin ou ces 2 bières du vendredi, la combustion des graisses est bloquée, pas réduite, bloquée. Et la graisse qui n'a pas pu être brûlée pendant ces heures-là ne disparaît pas, elle reste, elle se dépose. Et si ce schéma se répète 3, 4, 5 fois par semaine pendant des mois et des années, le dépôt augmente. Tu ne ressens rien, tu n'es pas prévenu, et cela n'apparaît dans aucune analyse de sang basique. Mais c'est comme ça, jusqu'à ce que le processus soit installé depuis un certain temps. Facteur 4. La sédentarité. Le foie fabrique et exporte des triglycérides qui sont, en gros, des paquets de graisse sous forme de lipoprotéines VLDL qui vont vers la circulation sanguine. Mais ces paquets doivent être récupérés à destination. Et il se trouve que l'enzyme qui les récupère, la lipoprotéine lipase musculaire, se trouve principalement dans le tissu musculaire et a besoin d'être activée par le mouvement physique. C'est-à-dire que sans exercice régulier, cette enzyme reste inactive. Et quand cela arrive, les triglycérides circulent sans être récupérés. Une partie de ce qui n'est pas exporté efficacement reste dans le foie. On peut dire que le muscle est le partenaire logistique du foie. Si le muscle ne travaille pas, l'entrepôt s'effondre. Et ici, arrête-toi un instant avec moi. Le fructose industriel, les huiles de graines raffinées et l'alcool consommé à dose modérée. Sédentarité, 4 facteurs, et aucun d'eux n'est un facteur exceptionnel. Aucun des 4 ne vient avec un avertissement disant que cela détruit ton foie. Et pourtant, combinés, ils expliquent pourquoi un adulte sur 3 dans le monde a de la graisse accumulée dans l'hépatocyte sans le savoir. Et maintenant vient la partie qu'aucune chaîne de santé conventionnelle ne t'explique. Le foie gras n'est pas seulement un problème d'accumulation de lipides, de graisse. C'est le premier signe visible de quelque chose qui se produit déjà depuis un certain temps à un niveau plus profond, au niveau mitochondrial, au niveau du voltage cellulaire. C'est un effondrement fonctionnel qui précède l'effondrement structurel, et c'est de cela dont je vais te parler tout de suite. Mais avant, allons un instant dans la salle des machines, car la détoxification, ce mot que le marché a complètement détourné, est un processus biochimique réel, précis et fascinant, et le comprendre change tout. Nous allons faire quelque chose que presque personne ne fait quand il parle de détox. Nous allons ouvrir le manuel d'ingénierie, parce que la détoxification hépatique est un processus biochimique réel, il a un nom, il comporte des phases et il nécessite des nutriments spécifiques à chaque étape. Et lorsque ces phases ne fonctionnent pas bien, non pas parce que le foie est sale, mais parce qu'il lui manque les matériaux dont il a besoin, le résultat n'est pas seulement que les toxines ne sont pas éliminées, c'est que des intermédiaires sont produits, qui sont plus dangereux que la toxine d'origine. Et c'est ce que les kits de détox de 7 jours ne te disent pas. Parce que pour te le dire, il faudrait d'abord t'expliquer comment fonctionne le véritable processus. Et si on te l'expliquait, tu comprendrais qu'un jus vert n'a aucun mécanisme biochimique connu pour l'activer. Le processus s'appelle biotransformation et se déroule en 3 phases séquentielles, non simultanées, mais bien séquentielles.
Ce qui se passe lors de la phase 1 détermine ce dont la phase 2 a besoin et ce qui se passe lors de la phase 2 détermine si la phase 3 peut être complétée. Si l'une échoue, les suivantes échouent aussi. Comprenons-le bien. Phase 1, la transformation. Pense à une raffinerie de pétrole. Le pétrole brut qui arrive du puits ne peut pas être utilisé directement. Avant de devenir de l'essence, du plastique ou de l'asphalte, il doit passer par un processus de raffinage qui le décompose en molécules plus petites et plus faciles à manipuler. Et ce processus est chimiquement agressif. Il produit des gaz, de la chaleur, des composés intermédiaires qui, en eux-mêmes, sont dangereux, mais c'est un processus nécessaire. Pour que le produit final puisse être utilisable, la phase 1 de la détoxification hépatique fonctionne exactement de la même manière. Les protagonistes sont les enzymes du système cytochrome P450, qui sont une famille de protéines vivant à l'intérieur de tes hépatocytes. Et leur travail consiste à prendre les toxines liposolubles, c'est-à-dire celles qui se dissolvent dans la graisse, et aussi les plus difficiles à éliminer, car le corps ne peut pas les excréter directement, et à les décomposer, les oxyder. Elle les transforme en molécules intermédiaires, simplement plus réactives. Mais pour faire ce travail, le cytochrome P450 a besoin de matériaux. Fer, vitamine B2, B3, B6, acide folique, vitamine B12, glutathion et phospholipides. Et si l'un de ces matériaux vient à manquer, la raffinerie fonctionne au ralenti. Et voici le point que personne ne mentionne dans les vidéos de détox. Les produits intermédiaires fabriqués lors de la phase 1 sont dans de nombreux cas plus toxiques que la toxine d'origine elle-même. Et je te le répète parce que c'est important. Le processus de transformation des toxines lors de la phase 1 produit des molécules intermédiaires qui sont hautement réactives. Et qu'est-ce que cela signifie? Hautement réactives, c'est-à-dire qu'il s'agit de molécules instables auxquelles il manque un électron, qui sont incomplètes et qui, pour se stabiliser, attaquent la première chose qu'elles trouvent à proximité. C'est comme une étincelle qui cherche quelque chose à brûler. Eh bien, ces étincelles moléculaires portent deux noms, radicaux libres et époxydes. Et ce qu'elles trouvent à proximité, à l'intérieur de l'hépatocyte, c'est l'ADN, les membranes cellulaires et les protéines, du foie lui-même. Si la phase 2 n'est pas prête à les capturer immédiatement, ces étincelles brûlent la maison de l'intérieur. Et pourquoi pourrait-elle rester là? Pourquoi la phase 2 ne démarrerait-elle pas? Eh bien, regarde, pour une raison très précise, parce qu'il lui manque les matériaux nécessaires. La phase 2, elle a besoin de matériaux qu'elle ne possède pas en ce moment. Du glutathion, des acides aminés soufrés, du folate, de la vitamine B12 et du soufre. Et si ton alimentation est pauvre en protéines de qualité, si tu as une carence en vitamines du groupe B et si ton foie est déjà soumis à un stress oxydatif à cause des 4 facteurs dont je t'ai parlé, le fructose industriel, les huiles de graines, l'alcool et la sédentarité, alors, dans ce cas, la phase 2 n'a rien avec quoi travailler. C'est comme une chaîne de montage où la première station fabrique des pièces à toute vitesse, mais la deuxième station n'a ni ouvrier ni outils. Les pièces s'accumulent au parterre et dans ce cas, ces pièces sont des molécules qui endommagent l'hépatocyte lui-même. C'est pourquoi la phase 1 et la phase 2 ne peuvent pas être comprises séparément car elles forment un système. Et un système se brise toujours au niveau de son maillon le plus faible. Et que se passe-t-il dans le foie si la phase 2 ne démarre pas? Eh bien, les intermédiaires réactifs que la phase 1 vient de fabriquer, ces étincelles moléculaires dont je te parlais, restent à l'intérieur de l'hépatocyte sans être neutralisés et commencent à causer des dégâts. Ils endommagent l'ADN de l'hépatocyte et altèrent ainsi les instructions génétiques de la cellule. Ils abîment les membranes mitochondriales en réduisant la capacité à produire de l'énergie.
il détériore les protéines structurelles du foie, compromettant ainsi sa propre architecture, et le corps, qui détecte ce dommage, déclenche une réponse inflammatoire pour tenter de le contenir. Il s'agit d'une inflammation qui commence localement dans l'hépatocyte, mais qui, si elle persiste dans le temps, devient une inflammation chronique de bas grade, ce qui est précisément le terrain sur lequel la stéatose hépatique simple évolue vers quelque chose de plus grave, la stéa. La fibrose ou la cirrhose. Et cela ne se produit pas en quelques jours, mais en plusieurs années, silencieusement. C'est pourquoi la phase 1 sans la phase 2 n'est pas neutre. Elle est activement destructrice. C'est pire que de ne rien faire et c'est pour cela que les protocoles de détox rapide qui activent la phase 1 sans alimenter la phase 2, avec des jeûnes extrêmes, des jus sans protéines, sans les acides aminés, dont le glutathion a besoin, peuvent laisser le foie dans un état pire qu'auparavant. Alors, de quoi la phase 2 a-t-elle besoin pour pouvoir faire son travail? Eh bien, tu vas voir, ici nous entrons dans la phase 2 elle-même, la neutralisation. La phase 2 a besoin de matériaux, comme je te le disais, pour fonctionner. Des matériaux concrets, mesurables et qui vont provenir de ce que tu manges. Ici, imagine cela comme une équipe de pompiers. Tu peux avoir avec toi les meilleurs pompiers du monde, mais s'ils arrivent à l'incendie et qu'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux, que vont-ils faire? Ils ne peuvent rien faire. Les intermédiaires réactifs de la phase 1 sont l'incendie et les nutriments sont l'eau. Sans eux, les pompiers sont là, le système existe, mais il ne peut pas agir. Et quel est le nutriment le plus important de la phase 2? Tu vois, ça s'appelle le glutathion. Et ça vaut la peine de retenir ce nom parce que le glutathion est l'antioxydant maître de l'organisme. C'est la molécule que le foie utilise pour capturer les intermédiaires les plus réactifs que la phase 1 vient de produire, c'est-à-dire ces étincelles moléculaires dont je t'ai parlé plus tôt, et les neutraliser avant qu'elles n'endommagent l'hépatocyte. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le glutathion, tu ne l'achètes nulle part. Bon, voyons, oui, on t'en vend sous forme de complément, mais le glutathion oral est dégradé dans l'intestin avant d'arriver au foie. Le glutathion dont l'hépatocyte a besoin, il le fabrique lui-même de ses propres mains, pour ainsi dire. Et avec quoi le fabrique-t-il? Eh bien, il le fabrique avec 3 acides aminés, qui sont la glutamine, la glycine et la cystéine. Ce sont 3 éléments qui proviennent des protéines de l'alimentation, des œufs, de la viande, du poisson et des fruits de mer. Sans protéines de qualité dans l'alimentation, le foie n'a pas les éléments nécessaires pour fabriquer le glutathion. Et sans glutathion, la phase 2 ne peut pas neutraliser ce que la phase 1 produit. Et alors tu sais déjà ce qui se passe si cela arrive. Mais il existe d'autres voies dans la phase 2. La sulfatation, la glucuronidation, la méthylation, chacune avec ses propres nutriments. Du soufre pour la sulfatation, qui provient aussi des œufs et des fruits de mer. Du folate et de la vitamine B12 pour la méthylation. Mais ici, une précision. Je ne veux pas que tu retiennes les noms techniques. Retiens le schéma. La détoxification hépatique ne s'active pas avec un jus. Elle s'approvisionne. Et elle se fait avec de vraies protéines, de vrais légumes, de vrais micronutriments. Et il y a un aliment en particulier dans tout cela qui mérite une mention spéciale, car il possède en plus une quantité de preuves publiées que très peu d'aliments peuvent égaler: le brocoli. Plus précisément, un composé qui se libère grâce à cela. Lorsque tu croques ou lorsque tu coupes le brocoli, mais aussi le chou-fleur, le chou frisé, la roquette ou les choux de Bruxelles. Et ce composé s'appelle le sulforaphane. Comment cela fonctionne-t-il?
Tu vois, à l'intérieur de la cellule du brocoli, il y a deux molécules qui vivent séparément, et lorsque tu casses la cellule, en mâchant ou en coupant, ces deux molécules entrent en contact et réagissent. Et le résultat de cette réaction est le sulforaphane. Et lorsque le sulforaphane atteint l'hépatocyte, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il active un interrupteur principal qui se trouve à l'intérieur du noyau de la cellule et qui s'appelle NRF2. Et cet interrupteur, lorsqu'il s'allume, active simultanément des dizaines d'enzymes de phase 2. Pas une seule voie. Tout le système d'un coup. C'est comme si, au lieu d'allumer une bougie après l'autre dans une pièce sombre, tu trouvais l'interrupteur général et pouvais toutes les allumer en même temps. D'un seul coup. Les chercheurs l'appellent l'inducteur alimentaire le plus puissant connu des enzymes de détoxification de phase 2. Et il existe des centaines d'articles publiés sur ce mécanisme. Et c'est assez amusant parce que tout ça provient d'une simple tige de brocoli. Je vais te donner un détail pratique avant de continuer. Ne le fais pas trop cuire. Une chaleur excessive détruit l'enzyme qui produit le sulforaphane. Fais-le cuire à la vapeur pendant 3 à 5 minutes ou mange-le cru, car ainsi l'activité est préservée. Et avec cela, nous passons à la phase 3, qui est l'exportation. Les 2 premières phases ont fait leur travail. Les toxines ont été transformées et neutralisées, et maintenant l'hépatocyte doit les éliminer du corps. Et il le fait par 2 voies différentes. La première est la voie biliaire. Les conjugués vont dans la bile, ce détergent biologique que le foie fabrique, descendent dans l'intestin grêle et sont excrétés avec les selles. Et la seconde est la voie sanguine, ce sont d'autres conjugués qui passent dans le sang, atteignent les reins et sont éliminés par l'urine. Eh bien, jusqu'ici, tout semble propre et ordonné. 2 sorties et le travail est fait. Mais, comme toujours, il y a un facteur que la plupart des gens ne relient jamais au foie et qui peut faire que tout le travail de la phase 1 et de la phase 2 soit complètement annulé. Il s'agit du microbiote intestinal humain. Je sais que tu m'as déjà entendu parler du microbiote dans le contexte de la digestion, du système immunitaire et aussi de l'humeur. Mais ce que je vais te raconter maintenant, tu ne m'as probablement jamais entendu le dire. Lorsque les conjugués de la phase 2 arrivent dans l'intestin via la bile, les bactéries intestinales les rencontrent. Et si le microbiote est équilibré et sain, ces conjugués sont excrétés. Sans problème, c'est ici que le processus se termine. Toxines éliminées. Mais si ton microbiote est altéré, c'est-à-dire s'il y a un déséquilibre dans l'écosystème bactérien de l'intestin, ce qu'on appelle une dysbiose, alors certaines bactéries font quelque chose qu'elles ne devraient pas faire. Elles produisent une enzyme appelée bêta-glucuronidase. Et ce que fait cette enzyme, c'est couper le lien qui unit la toxine. Avec sa molécule porteuse, c'est comme des ciseaux moléculaires qui défont exactement le travail que la phase 2 vient d'accomplir. La toxine est alors libérée, elle est réabsorbée à travers la paroi intestinale, entre à nouveau dans la circulation sanguine et retourne encore une fois au foie. Le foie doit alors la retraiter depuis le début et c'est comme si tu passais des heures à nettoyer une pièce, que tu mettais toutes les ordures à la poubelle et que quelqu'un, sans te prévenir, sans que tu le vois, vidait cette poubelle à nouveau dans la pièce pendant que tu dormais. Le nettoyage du foie ne se termine pas dans le foie, il se termine dans l'intestin. Mais maintenant, je veux que nous nous arrêtions un instant ici. Respirons. Je t'ai parlé de 3 phases, des matériaux spécifiques à chacune d'elles et de la dépendance critique à la microbiote pour boucler complètement le cercle. Où se trouve le jus de citron dans ce processus? Où est le kit de détox de 7 jours? Quel mécanisme biochimique exact active le protocole d'huile d'olive à 3 heures du matin?
je te promets que je ne suis pas ironique. C'est un produit réel. Si quelqu'un te vend un nettoyage du foie, il a l'obligation de te dire dans laquelle de ces 3 phases il agit, quelle enzyme spécifique il module et quelles preuves publiées soutiennent ce mécanisme. Ce mécanisme, dans la plupart des cas, la réponse est qu'il n'agit sur aucune parce qu'il n'y a pas de mécanisme, parce qu'il n'y a qu'une marque, construit sur une compréhension erronée de ce que fait le foie. Et ce qui possède effectivement un mécanisme connu et des preuves publiées ne tient pas dans un jus vert de 3 jours. Nous allons le voir dans le protocole. Protéines de qualité pour la glutathion, légumes crucifères pour le sulforaphane et le NRF2, une microbiote saine pour assurer l'exportation. C'est cela qui active la véritable détoxification, pas le nettoyage ni l'approvisionnement. Mais avant cela, nous devons descendre d'un niveau, un 4e niveau, qu'aucune chaîne de santé conventionnelle ne t'explique non plus. Et c'est un niveau qui se situe en dessous des enzymes, en dessous des nutriments, et qui atteint le cœur énergétique de l'hépatocyte parce que il y a quelque chose qui se passe là, qui détermine si tout ce qui précède peut fonctionner. Et cette chose porte un nom que tu as probablement entendu dans le contexte des compléments pour la longévité, mais qu'aujourd'hui tu vas comprendre sous un angle complètement différent. Et il a un nom très simple. NAD+, NAD+. En 2025, un groupe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie a publié une étude dans Nature Métabolisme. Mais avant de te raconter ce qu'ils ont découvert, je veux te présenter l'un des chercheurs qui a signé cette étude. Il s'appelle Joseph Bauer. C'est un Canadien qui a étudié la chimie en Nouvelle-Écosse, mais qui vit depuis des décennies aux États-Unis à étudier une seule question. Pourquoi les cellules vieillissent-elles? Et pas de façon abstraite. Il a d'abord travaillé à Dallas, où il a étudié les mécanismes qui limitent la vie des cellules humaines. Ensuite, à Harvard, où il a travaillé avec David Sinclair, l'un des chercheurs sur la longévité les plus influents au monde, et depuis le laboratoire qu'il dirige maintenant en Pennsylvanie, il poursuit ses recherches en mesurant des molécules précises dans des tissus précis. Bauer est l'un des scientifiques de la longévité les plus rigoureux qui travaillent aujourd'hui dans le monde anglophone. Ce n'est pas un vulgarisateur et il n'a pas de podcast. Ce qu'il a, ce sont des articles de recherche. Et ce que son équipe a découvert en 2025 change fondamentalement la façon dont nous devons comprendre la capacité du foie à fonctionner et à se régénérer. Et leur découverte a été que le contenu en NAD+ à l'intérieur des mitochondries des hépatocytes, c'est le facteur qui détermine si le foie peut se régénérer ou non. Et ici, permets-moi d'y aller doucement, car cela en vaut la peine. NAD+, retiens bien ce nom. Tu as probablement déjà entendu ce nom dans un contexte de complément pour la longévité, comprimé de NMN-NR. Précurseur du NAD+, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, je veux que tu le vois sous un angle complètement différent. Pas comme un complément alimentaire, comme beaucoup l'interprètent. Non, j'aimerais que tu le vois pour ce qu'il est vraiment, et tu vas le voir ici. Pense aux mitochondries comme à la centrale électrique de ta cellule, de l'ensemble de tes cellules. Leur travail consiste à prendre les nutriments que tu consommes, les graisses, le glucose et les acides aminés, et à les transformer en électricité cellulaire, en ATP, c'est-à-dire en carburant dont chaque processus du corps a ensuite besoin pour fonctionner. Et je t'ai déjà parlé de ce processus dans plusieurs de mes vidéos, mais il faut préciser quelque chose d'important avant de continuer, car ce que Bohr a découvert n'est pas une affirmation générique sur le NAD+. C'est quelque chose de bien plus précis. Et c'est justement cette précision qui rend la découverte particulièrement pertinente. Tu vois, le NAD+ n'est pas réparti de manière uniforme à l'intérieur de la cellule. Il y a du NAD+ dans le noyau, il y a du NAD+ dans le cytosol, qui est le liquide à l'intérieur de la cellule, et il y a du NAD+ à l'intérieur même des mitochondries. Bauer et son équipe ont démontré que ce qui détermine si le foie peut se régénérer, merci.
Ce n'est pas la quantité totale de NAD+ dans la cellule, c'est précisément celui qui se trouve à l'intérieur de la mitochondrie. Et toi, pense-y comme ça. Imagine que tu as un générateur électrique de secours dans le sous-sol d'un immeuble. Le réservoir principal de carburant est à l'extérieur, dans le jardin, et même si ce réservoir est plein, si la conduite qui relie le réservoir au générateur est bouchée, le générateur ne fonctionnera pas. Le carburant existe, mais il n'arrive pas là où il doit aller. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont démontré. Ils ont identifié le transporteur qui amène le NAD+ à l'intérieur de la mitochondrie, appelé SLC 25A51. Et ils ont démontré que lorsque ce transporteur fonctionne bien et que le NAD+ mitochondrial est abondant, la régénération du foie s'accélère. Et lorsque ce transporteur est réduit et que le NAD+ mitochondrial diminue, la régénération ralentit. Peu importe la quantité de NAD+ qu'il y a en dehors de la mitochondrie, le NAD+ que l'hépatocyte possède en dehors de la mitochondrie ne peut pas remplacer le NAD+ dont il a besoin à l'intérieur, car ce sont des réserves séparées. Et lorsque la réserve interne diminue à cause de l'alcool, du fructose industriel, du vieillissement ou du stress chronique, le moteur de régénération du foie ralentit, même si le reste de la cellule semble fonctionner normalement. Et dans aucun autre organe du corps, cela a-t-il plus de conséquences que dans le foie ? Le foie est l'organe, comme je te le disais, qui consomme le plus d'énergie par gramme de tissu dans le corps humain. Chacune de ces 500 fonctions a besoin d'ATP. La biotransformation des toxines a besoin d'ATP. La synthèse des protéines a besoin d'ATP. La régénération des tissus endommagés a besoin d'ATP. ATP. Et tout dépend du bon fonctionnement de la centrale électrique, et la centrale électrique dépend du NAD+. Et maintenant, le problème arrive. Il se trouve que le NAD+ s'épuise. Avec l'âge, les niveaux de NAD+ dans les cellules diminuent progressivement, et un foie de 50 ans dispose de beaucoup moins de NAD+ qu'un foie de 20 ans, mais l'âge n'est pas le seul facteur. L'alcool épuise le NAD+, et chaque fois que le foie traite de l'alcool, il consomme du NAD+ dans le processus. Et cela fait partie du mécanisme que je t'ai mentionné au début de la vidéo. L'alcool ne fait pas que concurrencer les graisses pour l'oxydation mitochondriale. Il consomme aussi le carburant nécessaire à cette oxydation. Et la fructose industrielle aussi. Elle épuise également le NAD+. Le processus de conversion de la fructose en graisse, c'est-à-dire la lipogenèse de novo dont je t'ai parlé, est un processus qui consomme beaucoup de NAD+. Le stress chronique épuise aussi le NAD+, car les enzymes que le corps active en réponse au stress, les PARP, qui sont également impliqués dans la réparation de l'ADN, consomment du NAD+ comme carburant. Et attention, la sédentarité réduit la capacité des mitochondries à le régénérer. Tu vois le schéma ? Les mêmes 4 facteurs qui provoquent la stéatose hépatique, à savoir le fructose industriel, les huiles de graines, l'alcool et la sédentarité, sont aussi ceux qui épuisent le NAD+ mitochondrial de l'hépatocyte. Ce ne sont pas 2 problèmes différents, c'est le même problème vu à 2 niveaux de profondeur différents. Le niveau structurel, qui est l'accumulation de graisse, et le niveau énergétique, qui est le déficit de voltage cellulaire qui le précède et le perpétue. Et voici le point biophysique qui se connecte directement avec l'approche de notre chaîne. Il y a un médecin américain qui est passé du statut de pionnier de la chirurgie oculaire au laser dans les années 80 à celui d'incapable de penser clairement pendant des années. Ce médecin s'appelait Jerry Tennant. Une encéphalite virale l'a pratiquement laissé invalide et les médecins conventionnels ne trouvaient ni explication ni solution. Et dans ce processus, pour essayer de comprendre ce qui arrivait à son propre corps, il est arrivé à une conclusion qui a complètement changé sa façon de concevoir la maladie. Les cellules malades ne sont pas des cellules endommagées,
Ce sont des cellules qui n'ont pas assez de voltage pour se réparer. Et Tennant a documenté que les cellules saines maintiennent un potentiel de membrane compris entre -20 et -50 millivolts, et que lorsque ce voltage chute, quelle qu'en soit la raison, la cellule perd d'abord sa capacité à se régénérer, puis sa capacité à fonctionner. Autrement dit, l'effondrement fonctionnel précède l'effondrement structurel. Et c'est toujours ainsi. Ce que Bohr a démontré en 2025 dans l'hépatocyte, c'est exactement cela, mais mesuré avec les outils de la biologie moléculaire moderne dans l'une des cellules les plus exigeantes, énergétiquement parlant, de notre organisme. Et lorsque le NAD+ mitochondrial de l'hépatocyte chute, le voltage de la centrale électrique chute avec lui. Et un hépatocyte sans voltage suffisant ne peut pas se régénérer, même s'il semble structurellement intact. Il peut avoir des transaminases normales dans une analyse, il peut ne montrer aucun signe de dommage à l'échographie et, en même temps, fonctionner en déficit. Avec une phase 2 de détoxification au ralenti, une capacité de régénération compromise et 500 fonctions exécutées en dessous de leur potentiel. Et il y a un deuxième chercheur qui arrive à la même conclusion, mais depuis un angle complètement différent. Michael Levin est un biologiste de l'université de Tufts dans le Massachusetts et son travail n'étudie pas le foie. Il étudie comment les organismes savent quelle forme construire pendant le développement embryonnaire. C'est-à-dire comment un embryon sait qu'il doit créer une main avec 5 doigts au bon endroit. Et ce qu'il a découvert après des décennies d'expérience, c'est que les champs bioélectriques, c'est-à-dire les motifs de voltage qui se génèrent entre les cellules, ne sont pas une conséquence du bon fonctionnement du métabolisme, ils sont la condition préalable pour qu'ils fonctionnent. Autrement dit, d'abord vient le voltage et ensuite vient la biochimie. Et cela dit autrement, les cellules ne produisent pas de voltage parce qu'elles sont en bonne santé. Elles sont en bonne santé parce qu'elles ont du voltage. Et lorsque ce voltage chute dans l'hépatocyte ou dans n'importe quelle cellule, le métabolisme ne peut pas s'exécuter correctement, même si les substrats sont disponibles. C'est comme essayer d'allumer une ampoule avec les bons fils et la bonne ampoule, mais sans courant dans le circuit. Tout est à sa place, mais rien ne fonctionne. L'effondrement fonctionnel précède l'effondrement structurel. Le foie commence à défaillir, avant que les analyses ne le montrent, avant que l'échographie ne le voie, ou avant que le spectateur ne le ressente clairement. Et lorsque les analyses le montrent enfin, cela signifie que le processus est déjà installé depuis un certain temps. Et c'est ce qu'aucune chaîne de santé conventionnelle ne te raconte. Et c'est ce qui change tout. La logique du produit qui va suivre, parce que si le problème de fond est un déficit de voltage mitochondrial, l'intervention ne peut pas se limiter à réduire la graisse ou à prendre des antioxydants, elle doit inclure une couche plus profonde, elle doit restaurer les précurseurs du NAD+, éliminer les facteurs qui l'épuisent et réactiver la biogenèse mitochondriale. Et c'est de cela des véritables leviers, classés selon les preuves, dont je vais te parler maintenant. Mais avant cela, je veux faire une pause un instant. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information partagée ici mérite d'atteindre tout le monde, sans filtre, sans sponsor, sans engagement envers qui que ce soit. Et j'aimerais que cela reste ainsi. Maintenir cette indépendance a un coût réel en temps, en études et en recherche sur les avancées scientifiques et aussi en heures de préparation des scripts et des vidéos. Si la chaîne t'apporte quelque chose, si tu sens que ce que tu apprends ici change ta façon de comprendre ta santé, il y a un moyen pour que ce travail puisse continuer à grandir, en devenant membre de la chaîne et en soutenant comme mécène avec une petite contribution, si tu le peux, si c'est possible pour toi. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche. Une communauté où la conversation pourra être plus directe et plus profonde. Et lorsque tu auras besoin de moi,
je pourrais te consacrer plus d'attention si une question te vient qui mérite une réponse attentive. Mais ce n'est pas tout. Cela signifie quelque chose de plus, quelque chose que je construis petit à petit. Une sélection de ressources vérifiées, c'est-à-dire des produits dont je te parle sur la chaîne, que je connais, dont je connais la qualité et pour lesquels je peux répondre. Parce que, comme tu le sais, dans tout cela, il y a beaucoup de bruit là-dehors. Et l'une des choses que vous me demandez le plus, c'est où trouver ce que je recommande, mais avec des garanties fiables. Eh bien, si tu veux franchir ce pas, le lien pour t'inscrire se trouve dans la description de cette vidéo, juste en dessous, et sur la page d'accueil de cette chaîne. Et si tu ne peux pas, ou si ce n'est pas le moment, la chaîne reste la tienne exactement comme avant. Rien ne va changer concernant ce que tu reçois ici, et je continuerai à m'efforcer de faire de mon mieux pour t'aider. Merci beaucoup, et je continue. Eh bien, tu as maintenant la carte complète du problème. Tu sais déjà ce que tu fais subir à ton foie. Tu sais comment fonctionne la véritable détoxification en 3 phases. Et tu sais qu'en dessous de tout cela, il y a un niveau énergétique, le NAD+, mitochondrial, qui détermine si l'hépatocyte a la tension nécessaire pour faire son travail. Et maintenant vient la partie que je préfère dans chaque vidéo de cette encyclopédie que nous construisons ensemble. Les leviers. Pas de remède, pas de jus de citron, pas de kit de 7 jours et pas non plus d'huile d'olive à 3 heures du matin. Des leviers d'ingénierie classés par niveau de preuve, par mécanisme connu et par résultat mesurable. Et tu verras, je les structure en 3 couches parce qu'en réalité, c'est ainsi que le problème fonctionne, en couches. Et les couches ont un ordre qui n'est pas non plus arbitraire, car chacune se construit sur la précédente. Entrons dans le détail. La première couche, éliminer ce qui surcharge. C'est ce qui vient en premier, ça vient toujours en premier. Parce que si tu n'élimines pas ce qui génère le problème, aucun complément ni aucun aliment fonctionnel aura de l'espace pour pouvoir agir. Ce serait comme essayer de sécher le sol avec une serpillière pendant que le robinet reste ouvert. Commence par fermer le robinet. C'est logique, non? Eh bien, parlons-en. La fructose industrielle. Ici, je t'invite à apprendre à lire les étiquettes. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, sirop de fructose, sucre inverti, tous ces noms sont utilisés par l'industrie alimentaire pour désigner le même composé. Et on les retrouve dans les sodas, les jus industriels, les sauces en bouteille, le pain de mie, les céréales du petit déjeuner, les yaourts aromatisés, partout. Et tu verras, pour que ce soit bien clair, je ne parle pas d'éliminer les fruits, car les fruits contiennent de la fructose. Oui, mais cette fructose est accompagnée de fibres, d'eau, avec des micronutriments, et le corps la traite d'une manière complètement différente. Je te parle de la fructose ajoutée dans les produits ultra transformés, celle qui arrive au foie seule, sans fibres, sans eau et sans frein, en quantité industrielle. Et je te donne un outil pratique. Si dans la liste des ingrédients d'un produit apparaît l'un de ces 3 noms parmi les 5 premiers, ce produit est construit à partir de fructose industrielle comme ingrédient structurel, pas comme trace, mais comme base. Maintenant, à toi de prendre la décision que tu juges appropriée sur ce sujet. Moi, je te donne le levier. Passons maintenant aux huiles de graines raffinées. Huile de tournesol, de soja, de maïs, de canola. Eh bien, chez toi, le changement est très simple. Remplace-les par de l'huile d'olive vierge extra pour assaisonner et cuisiner à température moyenne ou par du beurre de qualité pour cuisiner à haute température. Ou même par de la graisse de coco, si tu la tolères bien. Au restaurant et dans les produits ultra transformés, il est pratiquement impossible d'éviter complètement ces huiles car elles sont présentes dans presque tout ce qui est frit, cuit au four ou emballé. Frites, cuites au four ou emballées. Mais réduis-les dans ton environnement domestique et cela constitue déjà un levier significatif. Le foie, même si tu ne le crois pas, remarque la différence lorsque le carburant qui arrive est de meilleure qualité. Passons maintenant au 3e point, l'alcool. Tu connais déjà le mécanisme, je t'en ai déjà parlé, l'acétaldéhyde. Tu te souviens de cette cheminée dont je t'ai parlé en train de brûler? Du plastique.
Eh bien, pendant que le foie gère cela, la graisse ne peut pas être brûlée, et la graisse qui ne se brûle pas, comme tu le sais bien, se dépose. Si tu souffres déjà de stéatose hépatique documentée, c'est-à-dire si une échographie a révélé de la graisse dans ton foie, si tu as une preuve claire, alors l'alcool, quelle qu'en soit la quantité, ajoutera une charge à ton hépatocyte déjà compromis, garde-le à l'esprit. Et ce n'est pas une position moralisatrice. De ma part, c'est simplement de la pure biochimie. Un foie qui est déjà en déficit de NAD+ mitochondrial il peut en plus gérer l'acétaldéhyde. Si ton foie est déjà en déficit, l'alcool l'amènera à un déficit encore plus profond. Et maintenant, passons au point suivant, les médicaments non essentiels. Et je te le dis avec beaucoup de précaution, et je veux que tu l'écoutes exactement comme je te le dis. Je ne recommande pas d'arrêter un quelconque médicament. Sans supervision médicale, jamais, car ce n'est pas ce que je fais ici. Ce que je te demande, c'est d'être conscient de quelque chose que très peu de médecins mentionnent lors des consultations. Il existe de nombreux médicaments d'usage courant, des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, des antiacides comme l'oméprazole, ou des statines à forte dose, ou encore le paracétamol lui-même, si tu les utilises de façon chronique. Ils nécessitent un métabolisme hépatique important. Ton foie doit tous les traiter un par un et le faire à travers les mêmes phases de biotransformation que nous venons de voir. Et s'il y a une stéatose, si l'hépatocyte est déjà sous pression, cette charge supplémentaire que tu lui imposes, même si tu ne le crois pas, compte. Par conséquent, si tu prends des médicaments de façon chronique et que tu soupçonnes un foie gras, c'est exactement une conversation qui mérite d'être eue avec ton médecin. Et non pas pour arrêter le médicament, mais simplement pour faire une évaluation complète avec toutes les informations sur la table. Et maintenant, passons à la deuxième couche, qui consiste à alimenter les 3 phases. Une fois que tu as commencé à réduire la charge, tu peux travailler à fournir au système les matériaux dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et ici, souviens-toi, l'équipe de pompiers dont je t'ai parlé, il ne suffit pas qu'ils soient au là. Ils ont besoin d'eau dans les tuyaux. Eh bien, je vais phase par phase. C'est la même séquence que nous avons vue auparavant, car chaque phase a ses propres matériaux et les confondre ne te servira à rien. La phase 1, nous l'avons déjà abordée dans la couche 1. Réduire l'alcool, le fructose, les produits industriels et les médicaments non essentiels. Et cela revient exactement à réduire la demande sur le cytochrome P450. Moins de charge uniquement dans la raffinerie. Cela signifie qu'elle fonctionne plus efficacement avec les matériaux dont elle dispose. Ce que nous pouvons effectivement approvisionner directement, c'est la phase 2. Et ici, il y a 2 leviers. Le premier levier de la phase 2 est le sulforaphane. C'est l'activateur le plus puissant connu des enzymes de la phase 2 et il ne se trouve pas en gélule. Comme je te l'ai dit, il se trouve dans le brocoli. Brocoli, chou-fleur, chou frisé, roquette ou chou de Bruxelles. Une poignée par jour, une portion à la vapeur. Entre 3 et 5 minutes de cuisson ou crue, il apporte suffisamment de sulforaphane pour activer l'interrupteur maître NRF2 et déclencher tout le système enzymatique de détoxification de la phase 2. En une seule fois, une petite poignée de brocoli. Le seul secret qui compte, je te l'ai déjà dit, tu cuisines trop car une chaleur excessive détruit la myrosinase, l'enzyme qui produit le sulforaphane lorsque tu brises la cellule végétale. Et si tu dois le cuire, fais-le à la vapeur pendant 3 à 5 minutes, mais vraiment, mon conseil, ma suggestion, c'est de le consommer cru car ça en vaut la peine et parce qu'il y a une grande différence entre le brocoli en tant qu'aliment et le brocoli en tant qu'outil d'ingénierie hépatique. Le deuxième levier de la phase 2 est le glutathion. Le glutathion est l'antioxydant maître du foie. C'est la molécule qui capture les intermédiaires réactifs de la phase 1 avant qu'ils n'endommagent l'hépatocyte. Et le foie la fabrique lui-même à partir de 3 acides aminés issus des protéines de l'alimentation. Je te l'ai déjà expliqué auparavant. Les acides aminés soufrés, qui sont la méthionine et la cystéine, sont les éléments avec lesquels le foie construit son antioxydant maître.
Et ces acides aminés proviennent de ces aliments que tu as probablement déjà dans ta cuisine: l'œuf, la viande, le poisson ou les fruits de mer. Parce que tu vois, si tu ne consommes pas une protéine de qualité suffisante dans ton alimentation, le foie, ton foie, n'aura pas de quoi fabriquer du glutathion. Et sans glutathion, la phase 2 ne peut pas faire son travail. Et une chose importante, il n'existe pas de supplément oral de glutathion qui puisse remplacer cela, car le glutathion oral est dégradé dans l'intestin avant d'atteindre l'hépatocyte. Celui qui fonctionne, c'est celui que le foie fabrique de ses propres mains, et pour cela, il a besoin que tu lui donnes les bons éléments dans ton alimentation. Et maintenant, je vais te présenter un levier spécial entre la phase 2 et la phase 3. Parlons de la choline. C'est sans aucun doute le nutriment le plus souvent négligé et méconnu de toute la santé hépatique, et c'est probablement le facteur absolument le plus déterminant et essentiel pour les personnes qui souffrent déjà d'une stéatose hépatique. La choline n'active pas directement une simple enzyme de détoxification. Elle accomplit quelque chose de totalement différent, mais de tout aussi fondamental pour votre bien-être. C'est la molécule dont le foie a besoin pour emballer la graisse dans des lipoprotéines VLDL et l'exporter vers la circulation sanguine. Sans suffisamment de choline, la graisse ne peut pas sortir de l'hépatocyte, même si tout le reste fonctionne correctement. Et c'est comme avoir un entrepôt plein de cartons prêt à être expédié, mais sans camion disponible pour le faire. La source la plus efficace est le jaune d'œuf, pas le blanc, le jaune. Il y a aussi le foie d'animal, les fruits de mer ou les poissons gras. Et voici l'ironie de ces dernières décennies. Les personnes qui évitent le plus le jaune d'œuf par peur du cholestérol sont précisément celles qui ont le plus de risques de souffrir d'une carence en choline. Par conséquent, de l'accumulation de graisse hépatique. Le cholestérol que produit le foie ne provient pas de l'œuf que tu prends au petit déjeuner. Ça, on le sait déjà, mais la choline dont le foie a besoin pour exporter sa graisse, elle, vient bien du jaune que tu ne consommes pas. Le levier de la phase 3, c'est le microbiote. J'imagine que tu te souviens de la bêta-glucuronidase. Ce sont les bactéries qui annulent le travail de la phase 2 et réintroduisent les toxines dans la circulation. Eh bien, l'objectif ici est simplement de les maintenir sous contrôle, et cela se fait grâce à 3 actions concrètes. La première, des fibres fermentescibles, des légumes, des légumineuses, des fruits entiers. C'est la nourriture des bactéries qui équilibrent l'écosystème intestinal et maintiennent la bêta-glucuronidase sous contrôle. Deuxième point, les aliments fermentés lorsqu'ils sont bien tolérés. Kéfir, choucroute, kimchi, pas en grande quantité, une petite portion quotidienne suffit pour apporter une diversité bactérienne à l'écosystème. Troisièmement, et c'est très important, réduire les antibiotiques et les antiacides inutiles. Et ce sont les 2 facteurs qui détériorent le plus l'écosystème intestinal. À court et moyen terme, car lorsqu'ils sont nécessaires, ils le sont, mais quand ce n'est pas le cas, le coût sur la phase 3 est vraiment réel et très mesurable. Et enfin, un complément qui mérite une mention spéciale, la silimarine. C'est le seul complément de cette liste avec des preuves publiées solides, spécifiquement en hépatoprotection, et il mérite donc qu'on lui consacre du temps. Dans cette vidéo, la silimarine, c'est-à-dire le composé actif du chardon-marie, a démontré lors d'essais cliniques qu'elle protège l'hépatocyte contre les dommages oxydatifs, module l'activité du cytochrome P450 de la phase 1 et exerce un effet anti-inflammatoire sur le tissu hépatique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne. Et quelle est la quantité de preuves derrière tout cela? Eh bien, tu vas voir, en 2023, une revue systématique a été publiée sur PubMed, analysant 29 essais cliniques randomisés avec près de 4000 participants. Et le résultat a été une réduction constante des transaminases hépatiques, qui sont les enzymes qui augmentent lorsque l'hépatocyte est soumis à un stress. Et cela a été observé dans les groupes ayant pris de la silimarine par rapport à ceux ayant pris un placebo. Et la clinique Mayo, qui n'est pas précisément une institution alternative,
classe l'utilisation de la silimarine pour la protection hépatique comme de grade B, c'est-à-dire avec de bonnes preuves scientifiques pour son utilisation. Et tu vois, ce n'est pas un remède d'herboristerie que quelqu'un recommande simplement parce que sa grand-mère l'utilisait. C'est un composé avec un mécanisme connu et un soutien clinique, publié avec un avertissement important. La silimarine module le CYP 450, qui est le même système enzymatique de phase 1 qui métabolise de nombreux médicaments. Si tu prends des médicaments de façon chronique, parle-en à ton médecin avant de l'ajouter. Et non pas parce qu'elle est dangereuse, mais simplement parce qu'elle peut modifier la vitesse à laquelle ton foie traite d'autres composés. Et avec cela, nous arrivons à la couche 3, restaurer le voltage mitochondrial. C'est l'étape la plus profonde et celle qui est le plus souvent ignorée. Précurseur du NAD+. Tu vois, le corps fabrique du NAD+, à partir de deux sources principales. La niacine, qui est essentiellement la vitamine B3, et le tryptophane, qui est un acide aminé présent dans les protéines animales, et ce sont les voies naturelles. Dans certains cas, en particulier chez les personnes de plus de 45 ans où la synthèse naturelle de NAD+ diminue déjà progressivement, les précurseurs plus directs comme le NMN ou le NR peuvent être des outils utiles. En fait, tu verras, il existe des preuves chez les modèles animaux et des preuves préliminaires chez l'humain. Par conséquent, je ne vais pas faire d'affirmation que la science n'a pas encore confirmé avec la rigueur que j'essaie toujours de te transmettre sur cette chaîne, mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'avant de supplémenter avec des précurseurs de NAD+, la première chose à faire est d'éliminer les facteurs qui l'épuisent. L'alcool épuise le NAD+, le fructose industriel épuise le NAD+, le stress chronique épuise le NAD+, et la sédentarité réduit la capacité mitochondriale à le régénérer. Autrement dit, si tu n'élimines pas la cause du déficit, le supplément n'est qu'un pansement sur une fuite active. Le réservoir se remplit toujours par le haut, mais dans ce cas, si tu ne fais rien, il continue de se vider par le bas. Passons maintenant à l'exercice physique. C'est, avec l'élimination des 4 facteurs de charge, l'intervention qui présente le plus de preuves en matière de santé hépatique et elle agit sur les 3 niveaux du problème en même temps. Au niveau structurel, l'exercice aérobie régulier active la lipoprotéine lipase musculaire qui est l'enzyme responsable d'extraire les triglycérides du foie pour les brûler comme carburant dans le muscle, et cette enzyme a besoin de mouvement pour s'activer. Au niveau métabolique, l'entraînement en force augmente la sensibilité à l'insuline et réduit la lipogenèse de novo, c'est-à-dire que le foie fabrique moins de graisse lorsque le muscle répond bien à l'insuline. Et au niveau mitochondrial, les 2 types d'exercices activent la biogenèse mitochondriale hépatique, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles mitochondries, ce qui est exactement ce dont l'hépatocyte a besoin pour récupérer son voltage. Et combien, me demanderas-tu? Eh bien, les études cliniques chez les patients atteints de stéatose hépatique sont assez spécifiques. 150 minutes par semaine d'exercice aérobie modéré, combinés à 2 séances de musculation, ont démontré une réduction significative et mesurable de la stéatose hépatique visible à l'échographie. Ceci, par conséquent, n'est pas une recommandation générique du type « bouge plus ». Il s'agit d'une dose spécifique qui possède un mécanisme d'action bien connu et un résultat parfaitement mesurable. Enfin, je veux être transparent avec toi sur un point avant de conclure cette vidéo. Ce protocole est une carte, ce n'est pas tout le territoire. Le jeûne, le fasting et leurs effets sur l'autophagie hépatique méritent une vidéo entière, et tu l'auras bientôt. Et lorsque la NAFLD est avancée avec une fibrose documentée, également, elle mérite sa propre carte d'intervention plus détaillée. La choline et son déficit chez les personnes qui suivent des régimes végétariens ou pauvres en protéines animales feront aussi l'objet d'une vidéo entière. Mais ce que tu as maintenant, c'est l'architecture de base, une sorte de cadre
les principaux leviers classés par niveau de preuve et par logique de mécanisme. Et si tu soupçonnes que tu pourrais avoir un foie gras parce que tu as eu des transaminases élevées, ou si une échographie a montré quelque chose, ou si tu reconnais dans ta vie les 4 facteurs que nous avons décrits, parle avec ton médecin, car cette vidéo est une éducation biophysique. Ce n'est pas un substitut à une évaluation clinique. Tu es arrivé à cette vidéo avec une question: comment nettoyer mon foie? Et maintenant tu sais que ce n'était pas la bonne question. Ton foie n'a pas besoin que tu le nettoies, il possède la machinerie nécessaire pour le faire lui-même. C'est une machinerie en plus en 3 phases, avec 500 fonctions simultanées et une capacité à se reconstruire elle-même qu'aucun ingénieur n'a pu reproduire. Ce dont cette machinerie a besoin, ce n'est pas d'un jus de 7 jours, mais que tu arrêtes de lui donner de la fructose industrielle et des huiles oxydées à une vitesse supérieure à celle qu'il peut traiter. Et ce dont il a besoin, ce sont des acides aminés pour fabriquer du glutathion, des crucifères pour activer le NRF2 et de la choline pour exporter la graisse qu'il accumule. Il a aussi besoin d'un microbiote sain pour compléter la phase 3 et il lui faut du NAD plus mitochondrial, qui est celui qui facilite la tension de base, sans laquelle aucune de ces 500 fonctions ne peut s'exécuter pleinement. Merci. Ne peut s'exécuter à pleine capacité. Tu es l'ingénieur en chef de cette centrale et maintenant, je t'ai donné le plan, tu l'as entre les mains. L'action concrète que tu peux entreprendre aujourd'hui, dans les 30 prochaines minutes, est très simple. Regarde l'étiquette des 3 produits ultra transformés que tu consommes le plus souvent et vérifie s'il y a du sirop de fructose, de l'huile de tournesol, de l'huile de soja, et non pas pour culpabiliser, simplement pour savoir, car la souveraineté commence toujours par l'information. La prochaine vidéo de cette encyclopédie entre dans un niveau de profondeur supérieur. Les signaux que ton corps envoie à partir des ongles, cette lecture biophysique que très peu de médecins réalisent en consultation et qui pourrait et peut te donner des informations sur ce qui se passe dans ton corps au niveau minéral et métabolique, à l'intérieur. C'est ici que se termine cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons de ce dont je viens de te parler. En attendant, comme je te le dis toujours, vas-y, toujours de l'avant. Et je te lis dans les commentaires.